Il y a eu un très mauvais départ parce que bon, le père de Richelieu avait occupé des fonctions très importantes auprès d'Henri III puis d'Henri IV, mais il était mort prématurément et ça a été la ruine de la famille. Il avait fait de mauvaises affaires. Donc il fallait remonter la pente. Et Richelieu pensait qu'une seule solution, c'était de servir le pouvoir royal. Seulement, au moment où la question se posait, le pouvoir royal était entre les mains de Marie de Médicis, qui était régente. Et donc, il a servi Marie de Médicis. Il est entré dans le ministère dirigé par le favori de Marie, Concini. Et badaboum, patapra. 5 mois plus tard, Louis XIII faisait assassiner Concini et prenait le pouvoir et il exilait sa mère à Blois et Richelieu, du même coup, suivait. Alors, tout le problème de Richelieu a été de remonter la pente. Richelieu est beaucoup plus intelligent que Louis XIII, mais Louis XIII est très loin d'être un imbécile et il est très loin d'être un faible. Simplement, Louis XIII a l'esprit minutieux, l'esprit de détail, et il n'a pas l'esprit de synthèse. Donc, il est incapable de faire face aux événements et d'en tirer des conséquences à long terme. Alors, finalement, Richelieu, au fond, s'impose à Louis XIII en mettant en musique, si j'ose dire, les idées du roi. Et du coup, Louis XIII finit par ne plus rien pouvoir faire sans Richelieu. Tout seul, il se sent perdu. Mais il en veut à Richelieu, naturellement, de cette emprise. Il souffre de se sentir gouverné, si vous voulez. Et Richelieu s'exaspère d'être contrôlé sans arrêt et de voir Louis XIII qui le débine dans son dos auprès des courtisans. Ce que j'écris, ce ne sont pas des romans historiques, ce sont des biographies, et des biographies qui sont fondées sur les documents historiques, c'est-à-dire que je n'invente rien. Donc, je ne fais pas parler mes personnages, en principe, sauf quand je trouve des propos qui leur ont été prêtés à l'époque par les contemporains. Alors à ce moment-là, je peux reproduire des dialogues, mais je n'invente pas. Je leur raconte leur histoire telle qu'ils la vivaient quand ils ne connaissaient pas encore ce qui se passerait le lendemain. En ce qui me concerne, la manière d'écrire est très importante. Et j'avoue que j'aime écrire et que en écrivant, je pense toujours à un auditeur, enfin à un lecteur imaginaire ou même à un auditeur imaginaire. Je m'adresse à quelqu'un, j'ai besoin de cela. Et si je me pose la question, est-ce qu'il va comprendre? Si je pense qu'il ne comprendra pas, parce que je ne suis pas assez claire, j'explique. Mais il y a toujours cette espèce de dialogue implicite chez moi. Et ça suppose, pour le style, que je m'efface derrière ce que j'ai à raconter. Je ne fais pas du beau style, je fais pas, il n'y a pas de mousse. J'essaie, au contraire, d'avoir un style qui soit aussi coulant que possible, c'est-à-dire qui n'accroche pas le lecteur, qui ne l'arrache pas à ce que je raconte. L'histoire ne peut pas être complètement objective. Ce qu'elle doit être, c'est honnête. C'est-à-dire qu'elle ne doit pas tricher avec les faits avérés, même s'ils ne nous conviennent pas. Il ne faut pas les déformer, il ne faut pas non plus les mettre sous le tapis quand ils nous encombrent. Bon. Donc l'honnêteté est quelque chose de fondamental. Mais l'objectivité est impossible et les livres d'histoire sont donc toujours à recommencer. Ils ont leur place simplement dans une chaîne qui ne finira pas. Et je trouve que c'est très bien comme ça.